L'autre bataille d'Aït Ahmed, l'enseignement. Depuis 10 ans, l'école fondamentale remplace le système éducatif traditionnel. Son but, l'arabisation à marche forcée. Son résultat, un niveau scolaire général médiocre. Opprimer l'école, confisquer l'école, c'était aussi confisquer la démocratie. C'est pour cela qu'on a conçu une école obscurantiste et non pas une école qui forge l'esprit critique, qui forge la liberté dans la tête des garçons et des filles de notre pays. On a du mal à croire quand on pénètre ici que l'on est vraiment dans la cour d'une école. Des familles entières y ont trouvé refuge après le séisme d'octobre dernier. 7 mois plus tard, elles y sont encore abandonnées par les mairies. Les sinistrés occupent la moitié des écoles de ce quartier de Beb Jedid, des dizaines d'autres à travers la capitale. Alors, dans la misère, on s'est organisé. Les familles se sont installées dans les salles de classe, une cinquantaine de personnes se partageant la même pièce. D'autres vivent sous des bâches, dans la cour, avec les rares objets qu'ils ont pu sauver. On attend, on a marre. Toujours, on ne peut même pas étudier, on ne peut même pas rester calme. Toujours le chahut des enfants, le chahut des femmes. C'est une misère, oui. Grâce à ça que tout le monde s'explose. Tout le monde. Parce qu'on a marre, parce que le peuple, vraiment, ça y est. Nous, on a espéré, on a une fois eu l'indépendance, on va vivre, voilà. Mais on ne respire pas maintenant, on ne respire pas. On espère bien qu'un jour, on va avoir un petit peu de lumière. Un petit peu, on ne demande pas trop, on ne demande pas vraiment un petit logement comme ça et on reste en paix, c'est tout. L'école, c'est ce qui reste. En fait, une seule salle de classe. Les instituteurs tentent bien de se la partager, mais 7 heures de cours sont désormais possibles par semaine au lieu des 27 prévues par l'État. Des conditions déplorables qui finissent de ruiner dans ces quartiers populaires un enseignement jugé déjà peu performant par les professeurs. L'école fondamentale, c'est d'abord les 3 années d'arabisation et 3 années, ça continue l'arabisation avec le français. Le résultat, l'arabisation s'est ratée et le français également. Surtout en plus, vous voyez dans mon établissement, ce n'est plus une école, il y a 31 familles qui occupent les locaux. Donc c'est ce qui encore contribue à l'échec cuisant de l'école fondamentale. Le jeune Algérien qui sort de l'école fondamentale ne sait correctement écrire ni l'arabe ni le français. 8 mai, la France célèbre la victoire en 1945 des forces alliées. L'Algérie commémore les événements de Sétif, prémisse sanglante de la révolte algérienne. Au-delà des souvenirs, Aït Ahmed tente de poser les bornes d'une Algérie nouvelle. Il vient ainsi défendre l'égalité des sexes, une gageure dans ce pays où les femmes sont victimes du code de la famille, discrètement mis en vigueur en 1984. Un texte qui, autorisant la polygamie, semble plus proche de la loi islamique que de la démocratie populaire. Nous voulons une constitution qui reconnaisse et garantisse l'égalité entre l'homme et la femme. Il va de soi par conséquent que nous devons abolir le code de la famille. Dalila est ce qu'on appelle une chichi, les petits bourgeois d'Alger. Comme son mari Abdelkader, elle est ingénieure et professeure à Polytechnique, l'une des grandes écoles de la capitale. Dalila est un cas à part. En Algérie, 95% des femmes sont au foyer.
Logé dans un appartement de fonction, le couple, avec 7 000 francs par mois et un seul enfant, vit convenablement. Mais les voyages, la voiture ou le restaurant restent des luxes interdits. Inflation, marché noir, Dalila s'insurge contre tout cela, mais sa vraie peur reste la percée du fils, le Front islamique du salut. Ici, on essaye de résoudre le problème du chômage, on dit, bon, ce sont les femmes qui créent le chômage, c'est un langage qui plaît, parce que c'est un langage de facilité. Et quand on leur dit, il faut, il y a des partis qui proposent soit réchauffer la dette, soit créer des emplois, ça c'est quelque chose qui demande du temps, qui demande de l'argent, et les gens, c'est un langage qui ne leur plaît pas, tout simplement. Et donc, le bouc émissaire, ce serait la femme, et puis bien sûr, l'argument serait religieux. Je ne pense pas qu'il y ait un problème religieux en Algérie. Je pense qu'on utilise la religion pour essayer de trouver des boucs émissaires et pour trouver des responsables de la crise actuelle. C'est tout. Le Pen, par exemple, c'est la même chose. Seulement, le fils a pris plus d'envergure parce que les gens vivent une situation dramatique. Des gens qui vivent 10 dans une pièce, des chômeurs. Et c'est facile, on leur dit, écoutez, un Français, vous lui dites, je mets les immigrés dehors, tu auras du travail. Le Français, le chômeur mesquin, qui n'arrive pas à s'en sortir, il dira, c'est un raisonnement tout à fait logique. Donc ils sont en pleine crise d'identité, ils veulent plus s'identifier à l'Occident, parce que l'Occident, c'est celui qui nous a causé tous ces problèmes. Tous les problèmes viennent de la France, ce qui est en partie vrai, parce qu'on a été quand même colonisé, donc étouffé pendant 130 années, ça ne faut pas l'oublier. Mais les solutions sont ailleurs. Eux, ils essaient de s'identifier à autre chose. Cette autre chose, qu'est-ce que c'est? Pour eux, c'est l'Iran, peut-être, je ne sais pas, enfin, un pays musulman. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont pris leur bagage et qui sont partis. C'est très dommage. Je connais des cadres qui sont partis avec toute leur famille. Parce que pour moi, c'est pas ça la solution. J'aime mon pays, puis j'y resterai. Et je lutterai jusqu'au bout. Pour lutter contre l'obscurantisme, je suis là. Longtemps, Hassim Essaoud fut l'un de ces points d'eau précieusement répertoriés sur la route du désert. Symbole de la vie, le site l'est doublement aujourd'hui. Principal gisement pétrolier d'Algérie, Hassim Essaoud échappe encore à la faillite. Et Aït Ahmed veut souligner l'exemple en venant jusqu'ici, à 900 km d'Alger, à la rencontre de ceux que l'on appelle les exilés de l'intérieur. Car s'ils sont mieux payés, bien logés, ils acceptent en échange de vivre privés de leur famille. Un prolétariat à part, mais une même population impatiente de s'exprimer qu'Aït Ahmed aura sans doute bien du mal à convaincre de boycotter l'élection à venir. L'avenir de la démocratie ne va pas se décider là. L'avenir de la démocratie se décidera quand on débloquera l'information, quand on dissoudra la police politique. C'est cela qui empêchera les gens d'avoir peur, qui débloqueront les intelligences et les consciences et qui fera que la démocratie sera l'affaire surtout des majorités silencieuses, c'est-à-dire des couches défavorisées. Nous sommes contre la violence, nous ne voulons pas de chambardement par le sang, parce que toute espèce de violence ne sera qu'une entrave à la démocratie. Mais par contre, il faut qu'il soit entendu qu'on fasse d'un FLN qui n'a certes plus le monopole politique, mais qui continue à exercer l'hégémonie sur les institutions, le gouvernement est FLN, le Parlement est FLN, les moyens audiovisuels continuent à être FLN. On vient d'attribuer les 2 quotidiens les plus importants, El Moujahid et Chab, au FLN. On vient de voter un code de la presse qui est un code pénal bis. Alors comment voulez-vous que dans ce contexte, il puisse y avoir des élections réelles, libres? De l'autre côté, il y a le fils. Vous en avez peur? Mais bien sûr, mais je m'attaque surtout au pouvoir, parce que c'est lui qui a donné les moyens depuis plus de 25 ans. Et le pouvoir, FLN, a contribué à une dépolitisation presque totale de la société civile. Par contre, il a surpolitisé les mosquées, parce que c'est par les mosquées qu'il faisait passer ces messages révolutionnaires, entre guillemets. La révolution agraire, la révolution culturelle, tous les prêches du vendredi ont été consacrés aux réformes du FLN. L'intégrisme, c'est l'échec d'un développement, c'est aussi le vide politique rempli par ces mosquées. Cela fait 25 ans que les intégristes ont des locaux
ont des, je dirais, des meetings 5 fois par jour et des congrès presque tous les vendredis à l'occasion du prêche du vendredi. Difficile d'imaginer quand on croise cette silhouette presque fragile que c'est lui, le leader du Front islamique du salut, l'homme qui s'est enflammé les mosquées dans ses prônes du vendredi. Car Abbassi Madani est un professeur ordinaire quand il vient donner ses cours de sciences pédagogiques à l'université de Bouzaréa, dans la périphérie d'Alger. Sorti des leçons magistrales, mêlé à la foule des fidèles et des curieux, c'est en burnous et gandoura qu'on le retrouve. Vêtement indispensable pour celui qui s'érige en seul défenseur de la tradition. Comme soucieux d'effacer l'image trop sectaire de son parti, Abbassi Madani nous apparaît tout d'un coup affable et rassembleur. J'espère que les élections seront libres et justes, qu'elles puissent donner un aperçu qu'elle sera au niveau de l'ambition algérienne. L'islam n'est pas qu'une simple alternative à l'Algérie seulement, mais aussi il va être au niveau de l'alternative civilisationnelle et humaine d'une façon générale. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux bien dire que la dégradation des valeurs que nous vivons maintenant au niveau international nécessite un modèle. Assuré de la force de l'islam, Abbassi Madani mène peu campagne sur le terrain. Chaque fois, jeunes fidèles et dignitaires religieux se pressent pour partager une prière avec le leader islamiste. Dans le stade de Mostaganem, ils sont déjà plus de 45 000 à l'attendre. Étrange ambiance de discipline et de ferveur mêlée pour ce meeting. Les femmes, venues par centaines, y ont aussi leur place, à part. Et c'est avec une voix douce et lancinante qu'Abbassi Madani parle à la foule. Aucun applaudissement ne vient troubler la litanie du chef que ponctuent seulement quelques Allahu Akbar. Les femmes partent les premières en cortège, impressionnante procession de voiles, comme un seul emblème de l'islam, la soumission à Dieu. قولوا لي يا سامعين ريحة البهجاوين قولوا لي يا سامعين ولاد العاصمة وين ما تعرف حد في الحراش وليد لوسان ديما بقاش حتى في القبة ما فراش مطرة معروف بالعين في العناصر ما تبطاش لا تبكي يا مسكين الحمى في تريبة. C'est une nouvelle bataille, la plus décisive, la plus incertaine aussi, qu'entame aujourd'hui Aït Ahmed. Une bataille pour la démocratie que l'Algérie doit de toute façon remporter pour échapper au doute et à la révolte. قولوا لي يا سامعين ريحة البهجاوين قولوا لي يا سامعين ولاد العاصمة وين